Bonsoir le Gard, votre émission d'information en direct du lundi au vendredi se décline ce soir en version législative pour le débat de la première circonscription. À mes côtés, Coralie Mollaret, notre journaliste politique. Bonsoir Coralie. Bonsoir Abdel. Merci Coralie d'être à mes côtés. Coralie qui va m'accompagner pour arbitrer ces différents débats. Un débat qui opposera 4 candidats de la première circonscription du Gard. Autour de la table, la députée sortante d'abord, Françoise Dumas. Bonsoir Madame Dumas. Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup d'avoir accepté le principe de ces débats. À côté de vous, c'est Yohann Gillet qui représente le Rassemblement national. Bonsoir Monsieur Gillet. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là également. Charles Ménard qui représente la NUPES avec Jean-Luc Mélenchon est également avec nous. Bonsoir Monsieur Ménard. Bonsoir à tous. Et puis nous avons également Véronique Gardeur-Bancel pour les Républicains qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là également. Ce soir, les 4 candidats vont débattre autour de 4 thématiques: le pouvoir d'achat, la souveraineté économique, la sécurité et puis également la préservation des traditions. Vous retrouverez au milieu de l'émission le journal du Gard ainsi que la météo de ce vendredi. Le débat des législatives de la première circonscription, ça démarre maintenant. Allez, avant de démarrer les débats, on va donner la parole tout de suite à Coralie. Elle va nous dresser le portrait de cette première circonscription. Oui, alors Abdel, cette première circonscription, c'est à la fois un territoire rural et... Pardon, on va recommencer. Cette première circonscription, c'est à la fois un territoire urbain et périurbain. Elle comprend une partie de la ville de Nîmes, mais également la commune de Beaucaire. Ici, les enjeux autour de la rénovation urbaine sont prépondérants. Mais la première circonscription, c'est aussi des villages résidentiels comme Guessargues ou Bellegarde. Le niveau de vie des habitants y est relativement plus aisé. Alors, ancienne socialiste ralliée à Emmanuel Macron, Françoise Dumas est élue députée depuis 2012. Le mois dernier, au premier tour de la présidentielle, la candidate RN Marine Le Pen s'est placée en tête avec 27% des suffrages contre 25% pour l'insoumis Jean-Luc Mélenchon et 21% pour le marcheur Emmanuel Macron. Allez Coralie, avant d'entrer dans le vif des débats, chaque candidat va avoir une minute pour se présenter, une minute pour vous convaincre et on va démarrer tout de suite avec la députée sortante Françoise Dumas. C'est à vous Madame Dumas, vous avez une minute. Françoise Dumas, donc élue depuis 2012. Je suis travailleur social professionnellement et puis directeur territorial. Je suis élue, j'ai eu mon premier mandat en 2010. Je représente la majorité présidentielle. Le président a été très majoritairement élu. Et donc je souhaite pouvoir continuer à ses côtés, à la fois parce que je crois que le président a besoin d'une majorité expérimentée, solide, qui pourra vraiment travailler sur le fond des dossiers et bien sûr mettre en œuvre le projet pour lequel très majoritairement les Français l'ont élu. Il vous reste encore une vingtaine de secondes. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Non, je crois que je suis utile pour mon territoire et si j'ai été élue 2 fois, c'est bien parce que mes concitoyens l'avaient reconnu, ce travail. Je préside la commission de la défense et je suis aussi membre de la délégation parlementaire au renseignement. Donc il n'y a que 8 présidents de commission parmi les 577 députés. J'ai fait aussi mon travail de parlementaire national. Yohann Gillet, c'est à vous. De la même façon, vous avez une minute pour vous présenter, une minute pour convaincre les lecteurs d'Objectif Gard. Oui, bonsoir. Donc, je suis Yohann Gillet, le candidat donc, de Marine Le Pen et du Rassemblement national sur cette circonscription. Je suis directeur de cabinet du maire de Beaucaire, Julien Sanchez, qui est également mon suppléant dans cette élection. Et moi, ce que je tiens à dire finalement ce soir, c'est très clair, c'est que nous avons le choix, les électeurs ont le choix entre un candidat soutenu par M. Mélenchon, qui est dangereux pour la France, dangereux pour la démocratie, anti-police et qui finalement est du côté des délinquants vu les propos qu'il tient. Et on a également la candidate qui est la députée sortante, la députée fantôme, qui n'a rien fait pour la circonscription, mais qui n'a rien fait également à Paris et qui est responsable du bilan d'Emmanuel Macron. Et quand on voit l'état du pays aujourd'hui,
je pense que les Gardois d'ailleurs sont bien d'accord avec ce que je pense là-dessus, eh bien ils peuvent faire un choix très clair, le choix du Rassemblement national. Moi j'appelle les électeurs à voter massivement pour les candidats du Rassemblement national. Je le rappelle, Marine Le Pen est arrivée très largement en tête ici dans le Gard, nous avons des chances de victoire. Donc s'ils vont voter, nous gagnerons. Minute, Monsieur Gillet. Merci beaucoup, Madame Gardeur-Bancel. C'est à vous, vous représentez les Républicains. Vous avez 1 minute pour vous présenter, 1 minute pour convaincre. Oui, moi je suis Véronique Gardeur-Bancel, je suis infirmière depuis 35 ans, élue locale depuis 2008, 10 ans dans la petite enfance et puis dans l'éducation et la réussite éducative. Effectivement, moi si je me suis engagée, que ce soit en politique locale ou dans cette élection, c'est parce que avec mon métier d'infirmière et effectivement mon expérience d'élue locale, je vois les difficultés des Français et de nos concitoyens, et notamment dans cette circonscription, augmenter tous les jours à tous les niveaux, que ce soit dans le milieu, dans le milieu bien sûr du pouvoir d'achat, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau de la santé, dans plein de secteurs. Et c'est ce qui m'a décidé de dire oui à Monsieur le maire et de m'engager dans cette élection, parce que je pense qu'il faut aussi des gens de terrain, mais qui sont au quotidien, parce que moi je n'ai jamais cessé de travailler tout en étant élu pour savoir exactement ce que les gens et répondre aux besoins des gens. Merci beaucoup, Charles Ménard. Pour terminer, c'est à vous de vous présenter. Vous avez 1 minute. Bonsoir. 1 minute pour convaincre. Bonsoir, oui, je suis médecin psychiatre, j'exerce à Beaucaire. Je milite aux côtés de Jean-Luc Mélenchon depuis une vingtaine d'années. Et là, en l'occurrence, je suis le candidat de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale dans cette échéance pour porter un projet de rupture avec le libéralisme exercé tant par Macron que ses prédécesseurs et porté par tous mes concurrents sur cette table qui ont peu ou prou les mêmes solutions ou non-solutions. 3 candidats de droite à des degrés divers, de droite diverses, la droite classique, la droite ultralibérale, l'extrême droite qu'on connaît. Donc voilà, quoi. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette nouvelle Union populaire, c'est quand même un rassemblement historique. Il y a eu que 3 ou 4 fois dans l'histoire de la France que la gauche a été rassemblée, la gauche et les écologistes rassemblés dans un tel mouvement pour porter un nouveau projet de social, écologique et démocratique. Merci beaucoup, Monsieur Ménard. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Place au débat. Allez Coralie, je vous redonne la parole. C'est vous qui nous présentez le premier thème du débat. On va démarrer tout de suite avec le pouvoir d'achat. Oui, alors on l'a bien compris, le pouvoir d'achat, c'est réellement la préoccupation première des administrés qui vivent au quotidien les hausses des prix. D'autant que sur cette circonscription, certains quartiers comme Pissevin à Nîmes ou encore le centre-ville de Beaucaire sont classés par l'État comme étant assez défavorisés. On peut imaginer que ces populations, elles sont sans doute plus vulnérables face à la hausse des prix de l'énergie. À vous donc de nous décliner vos propositions, vos mesures pour améliorer le pouvoir d'achat de vos administrés. Allez, je vous propose de démarrer tout de suite avec Charles Ménard. Quelles sont les propositions de la NUPES, les propositions que vous défendez pour le pouvoir d'achat? Alors, nous défendons plusieurs types de propositions, des propositions immédiates, des propositions à mettre en place au tout début de législature, et puis la manière dont on les finance. Alors, les mesures immédiates qui seront prises par décret fin juin, c'est l'augmentation du SMIC. C'est parallèlement l'augmentation du SMIC à 1 500 € net, je précise, l'augmentation des minima sociaux, rapidement le rattrapage des retraites au niveau du SMIC, la hache au même niveau, et parallèlement, donc une mesure de donner des revenus aux gens. Parallèlement, le blocage des prix alimentaires, des blocages des prix de l'énergie, au niveau d'avant la spéculation qui l'a fait monter à 2 € malgré l'espèce de ristourne qui a été faite par le gouvernement actuel. De 18 centimes. Et parallèlement, troisième élément, on ne va pas tout détailler peut-être, l'encadrement à la baisse des loyers. Voilà, toutes ces mesures qui sont... Et comment on les finance, Monsieur Ménard? Parce qu'il y a un catalogue de propositions, forcément, ça rase gratis un peu, mais il faudrait nous dire un peu comment on finance tout ça. C'est pas ça rase gratis, on part des besoins des gens. On ne peut pas laisser les gens dans la misère où ils sont. Il y a 10 millions de pauvres dans ce pays, il y a 8 millions de gens qui recourent à l'aide alimentaire, il y a 3 ou 4 millions de mal logés. Donc il y a des choses urgentes à faire. On part des besoins des gens. Les financer, bien sûr, c'est rendre l'impôt sur le revenu progressif pour que ceux qui ont les moyens payent davantage et ceux qui n'ont pas les moyens bénéficient de c'est pas le cas aujourd'hui? Non.
Hein. Bon, c'est pas confiscatoire. Tout dans la réforme fiscale que nous proposons, tous ceux qui payent aujourd'hui, qui ont aujourd'hui moins de 4 000 € de revenus, paieront moins d'impôts. Mais ceux au-dessus cotiseront en fonction de leur capacité contributive, ce qui est normal, le rétablissement de l'ISF, et puis, vous le savez, on a proposé une mesure d'autonomie pour les jeunes qui les mettent au-dessus du niveau de seuil de pauvreté, tous les jeunes qui font des études ou qui sont en formation professionnelle, et cette mesure, nous la finançons en taxant à 100% tous les héritages supérieurs à 11 millions d'euros. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde autour de vous que ça concerne, mais il y a... Et donc ça va faire rentrer beaucoup d'argent s'il n'y a pas beaucoup de monde? Ben oui, justement, ça finance la mesure. Yohann Gillet, est-ce que vous êtes en phase avec les propositions de pouvoir d'achat que préconisent aujourd'hui les équipes de Jean-Luc Mélenchon? Moi, j'ai envie de parler de nos propositions, pas des propositions des autres, et encore moins des propositions irréalistes, irréalisables et non financées. Marine Le Pen, elle a proposé des mesures de bon sens, entièrement financées. On a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs sur votre plateau. Elle a été la seule candidate à avoir un programme entièrement financé à l'euro près, avec une extrême prudence. Les mesures immédiates que l'on souhaite mettre en place, eh bien, c'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur les produits énergétiques, l'essence, le fioul, le gaz, l'électricité. Ça, c'est une mesure immédiate parce qu'il y a un problème immédiat où les Français, eh bien, aujourd'hui, sont malheureusement contraints de faire des choix entre se chauffer. Bon, on arrive dans l'été, donc ça va s'améliorer, mais l'hiver, entre se chauffer et se nourrir, c'est une réalité aujourd'hui. Non, c'est pas déjà le cas, puisque les mesures qu'a annoncé par exemple Emmanuel Macron ont permis quand même de bloquer aujourd'hui les augmentations de l'énergie. Si vous avez suivi l'actualité, Marine Le Pen avait dénoncé à l'époque, quand il y a eu le blocage des prix, le fait qu'il allait avoir un rattrapage. Et on nous a annoncé quoi la semaine dernière? On nous a annoncé que ce rattrapage, justement, allait arriver progressivement dès le mois prochain, avec un rattrapage sur les prix. Autant dire que ce que les gens n'ont pas payé dans les mois précédents, ils vont devoir le payer étalé sur plusieurs mois, plusieurs années. Donc en réalité, c'est pas une mesure, c'est pas un cadeau, c'est tout simplement une mesure purement électoraliste. Donc cette mesure, nous, que l'on veut mettre en place, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, mais également une TVA à 0% sur une sélection de 100 produits alimentaire et d'hygiène pour que les Français puissent avoir au moins ce panier de base qui permet de vivre correctement et même décemment. Même si la grande distribution peut augmenter le prix derrière. Non, mais évidemment avec un blocage des prix, ça va de soi, sinon ce ne serait pas logique. Il y a un blocage des prix qu'on a annoncé dès le début, Vous êtes d'accord avec M. Ménard. Ensuite, il y a d'autres mesures, on pourrait en parler longtemps, mais par exemple, on a une mesure aussi phare chez les jeunes avec zéro impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Ça, c'est important. Pourquoi cette mesure? D'une, parce que les jeunes sont ceux qui vont investir. Et donc, pour les aider à investir dans l'avenir, que ce soit dans l'immobilier, dans la création d'entreprises aussi, par exemple, eh bien, cette mesure de zéro impôt sur le revenu permettra aussi à nos jeunes de rester en France et de ne pas aller systématiquement travailler à l'étranger. Ce qui permet tout simplement eh bien, de faire en sorte que notre jeunesse puisse vivre correctement. Et cette mesure, elle s'accompagne également d'une mesure très claire sur zéro impôt sur les sociétés pendant 5 ans pour toute création d'une entreprise par un jeune de moins de 30 ans. Madame Gardeur-Bancel, vos propositions sur le pouvoir d'achat, et peut-être vous pouvez réagir aussi à ce que vous avez entendu sur les propositions des uns et des autres. Effectivement, je crois qu'il y a des mesures d'urgence à faire. Moi, je touche beaucoup aussi de personnes âgées et retraitées. Donc, supprimer la hausse de la CSG et ramener effectivement les retraites sur l'indexation de l'inflation, ça c'est fondamental. Alors ça va être fait, là, ces prochaines semaines, c'est ce qu'a prévu le gouvernement. Oui, écoutez, il y a des fois des rétropédalages. Effectivement, c'est des annonces. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'entre 2018 et 2020, il y a eu 25% d'augmentation sur la CSG, sur les retraites. Donc ça, c'est pas admissible. Vous savez, moi, je suis infirmière libérale, j'ai une Twingo. Quand je passe à la pompe, j'ai l'impression d'avoir une Ferrari. Donc voilà. Donc ça aussi sur l'indexation des indemnités de déplacement aussi pour les professionnels et tous les gens qui se déplacent beaucoup. Il y a énormément excusez-moi, j'ai pas l'habitude moi des. Je vous en prie. D'autres mesures peut-être. Voilà, tout à fait. Supprimer défiscaliser les pensions des personnes qui élèvent des enfants seuls, que ce soit femmes ou hommes, parce que ça aussi c'est complètement anormal et on voit la difficulté de ces femmes seules, puisque ce sont souvent les femmes qui élèvent les enfants seuls, de s'en sortir dans cette situation actuelle. Madame Dumas, vous avez entendu pas mal de propositions, de catalogues de propositions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pouvoir d'achat? Puisque manifestement, c'est quand même le sujet numéro 1 de ces législatives, ça a été le sujet numéro 1 également de la présidentielle, et ça veut donc dire qu'il y a un problème avec le pouvoir d'achat en France.
Eh bien, c'est pas particulièrement en France, hein, ça vous a pas échappé, qu'il y a quand même un certain nombre de crises, la crise sanitaire, puis la crise internationale, qui fait que l'ensemble du monde est touché par la même situation. Nous sommes le pays européen pour lequel l'inflation est la plus basse, ça ne nous a pas échappé, ne serait-ce qu'en Allemagne, à côté, c'est plus de 6%. Donc, il y a plusieurs facteurs, et on n'a pas attendu la crise ukrainienne pour mettre en place un certain nombre de mesures. Pendant le Covid, je pense que ceux qui en ont bénéficié sont très nombreux, que ce soit les entreprises, que ce soit les salariés, que ce soit les indépendants. L'ensemble des mesures qui ont été mises en place sur les mesures sur le chômage, etc., ont quand même permis de maintenir un certain niveau de vie. Ça n'a pas été le cas dans d'autres pays. Et donc, là, aujourd'hui, on a effectivement, bien sûr qu'il y a des difficultés. Ça n'échappe à personne. Néanmoins, si vous regardez par rapport aux autres pays européens, et oui, vous regardez l'Espagne, vous regardez l'Allemagne, vous regardez la Belgique. Moi, j'ai de la famille en Belgique. Le taux d'inflation est plus élevé, mais la crise sanitaire n'a pas été contenue et les Français ont été beaucoup plus protégés par le quoi qu'il en coûte. Et pour demain, le pouvoir d'achat, parce que ce qui nous intéresse ce soir, c'est parce qu'il s'est passé les 2 dernières années, c'est ce qui se passe là aujourd'hui. Il y a eu aussi des mesures qui ont déjà été mises en œuvre, et globalement avec la suppression de la taxe d'habitation, ne serait-ce qu'ici, c'est quand même extrêmement important. Alors certes, ça ne concerne que, vous allez me dire, ça concerne que la moitié de la population. Il n'empêche que c'est important, ce sont des mesures très importantes. Grosso modo, c'est 300 € déjà de plus pour une personne seule qui a été aidée. Vous parlez des mesures du passé, mais non, mais celles-ci, les Français n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Oui, non, mais je vous ai pas dit, je les connais autant que vous, je les côtoie. Ils ont besoin de moi comme ils ont besoin de vous. Effectivement, je ne vis pas dans un monde à part. Donc je sais très bien de quoi il s'agit. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures d'urgence qui ont été mises en œuvre, notamment en faveur du blocage de l'énergie, des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité. Vous imaginez ce que ça aurait pu être. Mais le rattrapage, il va bien falloir le payer. Et ensuite, les Français vont le payer, finalement. Et ensuite, ce que vise le président dans son projet, c'est de rétablir une situation de plein emploi, de manière aussi à pouvoir reprendre le travail. Quel plein emploi? On parle d'un taux de chômage qui est le plus bas depuis 20 ans en France. Eh bien, justement, alors vous même devriez que vous en féliciter. Mais c'est faux, madame. Vous savez très bien que il y a dans vos d'emplois chiffres, non pourvus. Vous comptez dans les gens qui ne sont plus au chômage, des gens qui ont des emplois très précaires, à temps très partiel. Très bien, mais il y aura... Ou vous me laissez parler, ou si vous parlez en doublure. Écoutez, si ce n'est pas un débat, allez-y, parlez. Et puis, si c'est un débat, on débat. Non, ce n'est pas un débat, ça. Les propositions de cet été, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur les propositions? Vous étiez en train de dire que cet été, il y a des annonces qui vont être faites par le gouvernement. Il va y avoir des mesures supplémentaires qui seront prises pour le pouvoir d'achat, notamment pour les plus en difficulté, sur notamment les femmes seules, sur la revalorisation des retraites. Ça ne vous a pas échappé, vous les avez citées tout à l'heure. On ne va pas faire un catalogue ici, mais ces mesures-là seront discutées et vous pourrez compter évidemment sur moi pour les défendre, parce que je pense avoir une petite idée de l'état les propositions d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Elisabeth Borne. Pas du tout, et encore moins celle de Françoise Dumas. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont un bilan de 5 ans. Ces gens-là, vous parlez de qui, là? De Macron. Oui, vous pouvez... Oui. On peut dire ça comme ça. La majorité oui, effectivement, vous avez un ton qui est péremptoire et qui est habituellement attribué à la noblesse. Excusez-moi. Allez-y, monsieur Ménard. Bilan catastrophique, les Français se sont appauvris pendant 5 ans. Et là, je m'étonne que Macron a été réélu. Monsieur le Président de la République, Macron a été réélu il y a un mois. Et on nous promet... De manière majoritaire, ça oui, vous a pas échappé. Et par défaut. D'accord. Par défaut. On voulait encore moins de l'autre avec candidate. les voix de monsieur Mélenchon. Avec les voix des Français qui ont voté, je ne sais pas lesquels. Donc vous êtes un macroniste, finalement. Les Français voulaient plutôt... pas de l'une et un peu moins mal de l'autre. Bon, on n'a qu'à voir les votes comment ils étaient. En tout cas, c'est un vote qui a défaut qui n'a rien réglé sur le plan politique. Ce que je voulais dire, c'est que depuis un mois, on nous dit qu'on fera des mesures
au mois de juillet, après les Oui. élections. Et moi, je dis, quand c'est flou, il y a un loup. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que si la majorité est redonnée aux macronistes, si on n'arrive pas à avoir une majorité alternative pour un projet social, eh ben, au mois de juillet, on commencera à payer la crise, on va la faire payer aux plus pauvres, comme ils ont fait pendant 5 ans. Mais est-ce que par rapport à ce que dit Madame Dumas, est-ce que vous reconnaissez quand même qu'effectivement pendant la crise sanitaire par exemple, ce quoi qu'il en coûte a permis quand même de sauver des emplois et de permettre aux gens de ne pas crever de faim? Moi, ce que je Parce qu'il constate, n'y avait plus d'activité. Est-ce que vous êtes capable de le chômage reconnaître? partiel. ce que je Le constate, chômage c'est- partiel. Non, ce que je constate, c'est que les Français de base se sont appauvris et que certains profiteurs se sont enrichis de manière éhontée pendant cette D'accord. crise. Et l'administration de l'économie pendant la période du Covid, ça n'a pas existé? Si, bien sûr, des choses qui ont été faites. Mais le bilan global, c'est que les Français n'en peuvent plus économiquement, n'en peuvent plus du tout, et que certains se sont enrichis de manière éhontée, je le redis. Madame Véronique Moi, je pense Gardeur-Bancel. qu'il faut parler de vraiment ce qui intéresse les gens. Donc, les mesures à plus long terme, il faut la défiscalisation des heures supplémentaires, verser les allocations universelles dès le premier enfant. Voilà, ce sont aussi des mesures à plus long terme, mais il y a celle d'immédiate et celle à plus long terme. Vous revoir peut-être les 35 heures avec les entreprises qui le souhaitent, les Déverrouiller peut-être effectivement ces Exactement, heures. voilà. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit, il y a eu beaucoup de chèques. Là, en matière de santé, on entend des flashs sur les urgences. Alors, les flashs en médecine, c'est quand on envoie une dose de traitement supplémentaire, mais il faut un traitement de fond. Donc, c'est bien d'envoyer des flashs, mais s'il n'y a pas de traitement de fond, ça ne marchera pas. C'est comme de la crème sur une jambe de bois. Monsieur Gillet, pour terminer ce débat. Oui, parce que Emmanuel Macron nous annonce des mesures après élection. Permettez-moi d'en douter. À un moment donné, il y a un nombre de promesses qu'il avait faites aux Français en 2017 qu'il n'a pas tenues. On peut parler de la proportionnelle, par exemple. Donc, excusez-moi, mais je pense qu'on ne peut pas avoir confiance en Emmanuel Macron. Et puis, il reprend finalement, et il annonce des mesures que nous avions annoncées pendant l'élection présidentielle, la réindexation des retraites. Ça fait des années qu'on le réclame. La demi-part aussi pour les veufs et les veuves, etc. Toutes ces mesures, nous les avions proposées. Donc on peut douter de la bonne foi d'Emmanuel Macron en la matière. Moi, je pense sincèrement qu'il ment aux Français, comme il a menti avec le blocage des prix, puisque maintenant, il y a un rattrapage. J'insiste sur ce point. Mais est-ce que les Français ont pris conscience qu'ils vont devoir payer ce qu'ils n'ont pas payé les mois derniers? Parlons justement de ce blocage des prix et de cette TVA qui devrait baisser. Il y a une vraie différence idéologique entre vous, Monsieur Gillet, et vous, Madame Dumas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous entendez baisse de la TVA, blocage des prix? Qu'est-ce que ça vous inspire? Écoutez, moi, déjà, je voudrais reprendre ce qui vient d'être dit. Il est évident que pour financer des mesures, quelles qu'elles soient, de cette ampleur, de cette gravité, ce côté exceptionnel, bien évidemment qu'il faut un projet de loi rectificatif. Il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, on était en train de débattre, de savoir comment et quand le Parlement sera reconstitué avec une majorité ou pas. Le président a été élu de manière majoritaire avec un projet qu'il a proposé aux Français, sur lequel il a été majoritairement élu. Et donc, il lui faut une majorité solide pour pouvoir le mettre en œuvre. Ça, on l'a bien compris. Les Français comprendront que lorsqu'ils s'engagent à revaloriser les retraites, lorsqu'ils s'engagent sur le pouvoir d'achat, il a décliné un certain nombre de mesures très précises, eh bien, c'est cela que nous mettrons en œuvre. C'est ce que je porte. Mais c'est Il même avait mesure. aussi promis C'est que même les aînés mesure. seraient une priorité dans le dernier quinquennat, ce qui n'a pas été. Voilà, il promet Donc, beaucoup. Et, voilà. il y a pas et de- ces il y a pas mêmes grand-chose. mesures, ces derniers mois, ces dernières années, quand ça a été proposé à travers des amendements, à travers des propositions de loi, que ça a été systématiquement rejeté par les députés de la majorité. Comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a d'autres mesures qui ont été mises en œuvre, peut-être plus Lesquelles? globales. qui ont La été baisse de mises en 18 œuvre. Moi, centimes je qui est vais pas déjà reprendre. effacée avec la hausse des prix, parce qu'on a déjà atteint le prix avant D'abord, baisse oui, des tout 18 à fait. centimes. Avant qu'on clôture ce Vous débat, pouvez- j'ai une vous dernière pouvez comprendre question. Qu'il y aurait la crise en Ukraine et la crise sanitaire à Bah, la l'époque. baisse des 18 centimes, oui, a été prévue Peut-être après la pas. J'ai guerre une en dernière Ukraine. question, Et peut-être c'est la pour Monsieur spéculation qui Ménard. fait monter les prix. Parce qu'on a beaucoup parlé, donc vous avez beaucoup parlé dans vos propositions de revalorisation du SMIC, des retraites, d'encadrement des loyers. Mais pour les salariés, les travailleurs, qu'est-ce que vous leur proposez? Parce que eux aussi sont touchés par la hausse de l'essence, des produits, de cette inflation. Pour les travailleurs, les salariés, vous proposez quoi? La hausse du SMIC à 1 500 €. La hausse du Mais SMIC. autre chose. Mais tout le monde n'est pas à 1 500 Eh oui. euros. Enfin, Et tout le tout monde n'est ne pas au touche SMIC. pas le SMIC. Ben, j'ai parlé de la revalorisation des minima sociaux pour les gens qui n'ont pas de revenus salariaux, qui sont nombreux Oui, oui, malheureusement. mais il y a beaucoup de salariés en France. C'est du coup aussi. de com, la hausse du SMIC, c'est du coup de com. Mais non, Si, si, si. c'est une réalité. Non, non, c'est C'est un une coup de com. nécessité, une réalité. Non, Et, non. et le blocage des prix. Il faut et le augmenter blocage des tous prix les pour salaires, une pas que nécessité. ceux Et en qui même sont au temps, ce SMIC. que je voulais dire, c'est que la politique des chèques ou des exonérations que proposent les libéraux de
tout poil, c'est nous donner dans une poche ce qu'on nous prend dans l'autre. Parce que si on ne dit pas qu'on va peut vous l'expliquer réformer en facilement, profondeur le l'exonération système que l'on fiscal propose. pour avoir des rentrées fiscales qui repartagent les richesses, s'il n'y a pas de partage des richesses, c'est toujours les mêmes qui payent. Allez, merci à tous d'avoir participé à ce débat sur le pouvoir d'achat. On passe tout de suite au deuxième débat. Pour ce soir, on va parler de la sécurité. Coralie, vous avez la parole. Oui, la sécurité, c'est aussi une préoccupation des Français, une préoccupation toutefois qui est classée à la 7e place d'un sondage Harris Interactive publié le mois dernier. Alors vous le savez, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été reconduit dans ses fonctions. Il a notamment fixé comme priorité la lutte contre le trafic de stupéfiants, une problématique que l'on connaît notamment à Nîmes. Comment éradiquer ces trafics? Le débat est ouvert. Et on va démarrer tout de suite avec Véronique Gardeur-Bancel. Tout à fait. Écoutez, vous n'êtes pas sans savoir tous les problèmes qu'on a eus, notamment qu'on a de plus en plus aux abords des écoles. Moi, je suis en charge des écoles et l'an dernier, les gros problèmes qu'on a eus au chemin bas avec une école dont il a fallu faire 250 000 € de travaux pour sécuriser l'école, pour que les jeunes dealers ne traversent pas l'école et au chemin bas, pardon. L'école Georges Bruguier au chemin bas. L'école Georges Bruguier au chemin bas. Et il y a toujours les dealers aux quatre coins de l'école. On voit bien, d'ailleurs, au Mas de Meung, il y a eu un homme qui est décédé ce week-end. On voit que rien n'est changé. Et il n'y a pas que autour de cet établissement. Malheureusement, depuis le Covid, ça s'est multiplié, ça s'est même dispersé un petit peu partout. Monsieur le maire était monté, puisque nous avons une police municipale qui a à peu près 260 agents. Et il était monté voir monsieur Darmanin pour lui demander plus de policiers. Il demandait une cinquantaine de policiers, tout à fait. Et 50 autres policiers sur 5 ans. Et nous en avons eu 14. La ville de Nîmes ne les a pas obtenus. Non, on ne les a pas obtenus, c'est pas vrai. mensonge. Non, nous ne les avons pas obtenus. Et nous sommes toujours en difficulté. Pour vous dire, ce matin, une inspectrice d'académie m'a contacté hier et ce matin, puisqu'il y a des gros problèmes de violence, des fois avec des parents, et d'agression contre une directrice d'école. Et elle a demandé à la ville de mettre la police municipale aux entrées et sorties d'école, élémentaires et maternelles. Alors, ça, on fait un constat. Madame Gardeur-Bancel, vos propositions, c'est quoi en matière de lutte contre l'insécurité? Il faut absolument augmenter le nombre de policiers. Il faut absolument aussi que la justice soit rendue, soit faite, parce que c'est inadmissible. Il faut donner les moyens à la justice, parce que il y a beaucoup trop de lenteur administrative. Vous avez les peines qui ne sont pas faites, qui ne sont pas effectuées. Voilà, ça c'est sûr. De toute façon, il faut des magistrats et des greffiers. Voilà, il faut des magistrats, il faut des greffiers, il faut des moyens. Il faut donner à la police aussi les moyens pour ne pas perdre du temps sur tout ce qui est administratif. Donc il faut donner les moyens financiers, mais des moyens humains. Voilà, comme dans l'enseignement, comme dans la santé. Voilà, c'est pas uniquement il y a des revalorisations de salaire, oui, mais il faut des moyens humains. D'ailleurs, c'est ce que demandent tous ces corps de métier fondamentaux. Monsieur Gillet, vos propositions pour lutter contre l'insécurité. Je veux d'abord rétablir une vérité. Sur la première circonscription. Je veux d'abord rétablir une vérité. Madame Dumas passe son temps à dire qu'elle a obtenu des policiers supplémentaires. C'est faux. C'est 4. Non, mais je voudrais expliquer les choses. Vous aurez la parole, Madame Dumas, vous pourrez lui répondre. Ces 4 à 5 dernières années, il y a eu un non-remplacement quasi systématique des départs à la retraite et des mutations. La seule chose qui a été faite, non pas par Madame Dumas, mais par le ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a eu une remise au niveau du nombre de policiers d'il y a 4 ou 5 ans. Point barre, pas plus. C'était déjà insuffisant il y a 4 ou 5 ans. Donc il n'y a pas de policiers supplémentaires en réalité. Il y a juste eu des postes qui étaient à pourvoir, qui ont été pourvus. Mais il y a eu des recrutements. Oui, mais sur des postes... C'était pas le cas il y a 10 ans. Non, sur des postes qui étaient déjà existants. Donc on ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Quand quelqu'un arrive en fonction dans un commissariat parce qu'un de ses collègues est parti à la retraite, on ne peut pas dire qu'on a obtenu un effectif supplémentaire. Mais ça aurait pu être, ils auraient pu ne pas être remplacés. Mais ils n'ont pas été pendant 4 à 5 ans. Et c'était déjà insuffisant. Parce qu'il y a 4 ou 5 ans, il y avait déjà ces problèmes sur la circonscription. Non, mais est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a eu du changement les 5 dernières années avec Emmanuel Macron dans la stratégie de recrutement? Voilà juste la question qu'on pose. Ce qu'on peut admettre, c'est que depuis 4 ou 5 ans, les problèmes liés à l'insécurité sont grandissants sur la circonscription, sauf à Beaucaire. Et pourquoi à Beaucaire? Parce que nous avons un maire courageux qui investit massivement pour sa police municipale. C'est le cas à Nîmes aussi. Non, je ne suis pas d'accord. Et qui pallie au manquement de l'État, avec une police municipale très présente. Charles Ménard est élu d'opposition à Beaucaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire M. Ménard, il est contre la police. Il a d'ailleurs confirmé ce matin sur France Bleu Gare Lozère les propos de
M. Mélenchon en disant la police tue. C'est inadmissible, intolérable. Il ne devrait même pas pouvoir se présenter en tenant de pareils propos. C'est une honte. Gillet, la police, comme tout corps et comme tout agent de l'État, chacun a des responsabilités. Et dans un contrôle routier, il n'est pas normal qu'une jeune femme perde la vie d'une balle dans la tête. Mais vous connaissez Ça, l'histoire, c'est pas monsieur? normal. Oui, monsieur. Non, vous ne la connaissez pas. Aussi bien que vous. Ni vous ni moi. Oui, si. Pour moi, les policiers, ils ont une présomption d'innocence. Parce que, Tous les pour moi, les policiers, comme ils font leur travail ils ont droit à la correctement. légitime défense et c'est tout. Comme tous les citoyens. Bon, laissez-moi, sur la sécurité, sur le fond. Mais déjà, peut-être à Beaucaire, parce que c'est intéressant ce que dit M. je crois Gillet. qu'il faut- Est-ce que vous avez le sentiment qu'à Beaucaire, on est plus tranquille qu'ailleurs sur la première circonscription? Même la préfecture l'écrit, noir Mais sur blanc. Beaucaire est une ville comme les trois quarts des endroits de notre circonscription, c'est où on peut se promener dans la rue tranquillement, je dirais. Et je dirais quand même, il faut prendre un peu de hauteur. La première des sécurités, elle est sociale. C'est avoir un toit, c'est avoir un travail stable, un CDI, ne pas vivre tout le temps dans la peur du lendemain. Après, sur la police, on s'aperçoit que la police telle qu'elle est organisée aujourd'hui dysfonctionne. Il y a des dysfonctionnements quand un contrôle routier, il y en a eu 4 comme ça ces derniers temps, se dégénère avec des morts. Mais ils ont voulu tuer les policiers, Mais monsieur non, ils n'ont Ménard. pas voulu tuer les policiers. D'ailleurs, monsieur. l'une des passagères vient d'être mise en examen en début d'après-midi. Bon, ils n'ont pas voulu tuer des policiers. Il y a eu, c'est quand même regrettable qu'on perde la vie pour un contrôle routier. Je suis désolé. Ensuite, laissez-moi parler. Il y a eu le Stade de France, où la police n'a pas brillé. On s'aperçoit qu'il y a une manière d'utiliser, de faire fonctionner la police qui C'est pas marche la police pas. qui n'a pas brillé. C'est la- le préfet de police et la- le ministre de l'Intérieur. Mais oui. Mais justement, la police est mal formée puisqu'elle commet certains actes. Et est-ce qu'ils font pas face aussi à et une la population police et peut-être la de plus en police plus et la violente, police et la monsieur Ménard. et la La police et la fait son police travail. est mal commandée. La police Voilà. Est-ce répond que aux c'est pas ordres. face aussi à une Troisième population chose. qui est de plus en plus violente? Monsieur Ménard, Troisième les chose, choux la autour police des est en écoles, ils ont 14 ans. la police est en souffrance aussi. La police est en souffrance parce qu'il faut penser aux conditions, aux problèmes psychosociaux que subissent les policiers. Quand on voit le nombre de suicides qu'il y a dans la police et la gendarmerie, on peut On n'a s'inquiéter. pas Donc, beaucoup entendu Jean-Luc C'est Mélenchon vrai. sur ces Mais quand questions. ils sont pointés du doigt comme vous le faites, il ne faut pas s'en étonner. mais non, ils ne sont pas pointés du doigt. Si, quand vous dites la police tue, vous les pointez du doigt. Non, monsieur. Vous généralisez, Si, monsieur Je ne Ménard. généralise pas, la police a pu tuer dans certaines situations, donc on le dit. Et quand la police lui dit bon Non, la travail, on la police, salue. moi La je police, considère c'est que la général. police ne tue pas, la police elle nous protège. Allez, Non, on monsieur, va, pas on va toujours. écouter Justement, Madame- c'est ça le problème. On va écouter Madame Dumas. La police républicaine Merci, monsieur doit, Ménard. doit être au service des citoyens. La police doit être une police de tranquillité publique et pas une police de répression permanente. On va écouter- On est tombé dans la répression permanente avec une accumulation de lois Monsieur inefficaces Ménard, et liberticides. pour lutter depuis contre 5 ans. l'insécurité, justement la répression c'est ce qui fonctionne. Non, Allez, monsieur. on va écouter la députée sortante, Madame Dumas. Vous avez été interpellée notamment par Johan Gillet. Je crois que Madame Gardeur-Bancel était plutôt d'accord avec Monsieur Gillet sur le fait qu'il n'y a pas eu plus d'effectifs de police apparemment à Nîmes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tout cas sur la lutte contre les trafics, comme le disait Coralie tout à l'heure, de stupéfiants, et puis de manière générale, comment Emmanuel Macron pense pouvoir lutter contre l'insécurité les prochaines années? Je voudrais d'abord dire de manière très calme que, quoi qu'il puisse en dire et en discourir, il y a eu 102 policiers supplémentaires à Nîmes depuis 2017 et 17 effectifs supplémentaires sur la zone de police de Beaucaire-Tarascon. Le Depuis même effectif septembre qu'il y a 5 2021. ans. Exactement le même. Ensuite, je voudrais peu moins aussi dire que la question de la sécurité, l'objectif, c'est quand même de rendre la vie pénible aux délinquants et rendre la vie plus sécure pour nos habitants. On s'y emploie de différentes manières. Je pense que la police, comme la gendarmerie, font des métiers de plus en plus difficiles. Pour reprendre l'actualité, il va de soi qu'effectivement l'on vit dans un monde beaucoup plus violent, et si certainement à certains moments, il y a quelques années, il n'y avait pas eu des mesures RGPP qui avaient supprimé un nombre considérable de personnel de sécurité et de défense. Ça c'est pour Madame Gardeur-Bancel. Non, C'est l'héritage c'est- de Nicolas Sarkozy. C'est ainsi, on est devant un constat, 15 ans, 20 ans après, on se retrouve à essayer
essayer de remonter les effectifs, alors que, paradoxalement, la violence augmente à tous les niveaux. Ça ne vous a pas échappé. Donc oui, il y a des efforts supplémentaires. Le président, dans son projet, s'est engagé à rendre les choses et à avoir des brigades, à créer 200 brigades de gendarmerie supplémentaires en zone ruralité. Il est actuellement dans une zone d'ailleurs en province pour décliner et renforcer son discours, ses engagements à ce sujet. Je crois qu'il est important de continuer à avancer sur la question des amendes, sur la question de la réponse, sur l'augmentation. Il s'est engagé à créer 8500 postes supplémentaires de justice parce que c'est très compliqué aussi pour les gendarmes et les policiers. Quand on voit, par exemple, encore un jeune au Mas de Meung, il y a quelques heures, il y a quelques jours, là, qui comment vous voulez faire ? Vous voulez, Abdel, Samari, que l'on mette un policier derrière tous les habitants du chemin bas d'Avignon ? Non, mais c'est ce que vous voulez. Au chemin bas d'Avignon, en l'occurrence, la présence de la police est inexistante au chemin bas parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs. Ils ne peuvent pas. Mais non, mais c'est exactement comme les caméras. Ils ne peuvent pas, mais ce n'est pas un les sujet. Consignes, vous le savez très bien. Mais non, ils ne peuvent pas. Vous n'allez pas mettre 4 policiers pour le maintien de l'ordre sur l'ensemble de trucs. C'est un ensemble de mesures qui doivent être prises, des mesures aussi sociales, des mesures en matière d'urbanisme. Et là aussi, il y a quand même quelques progrès à faire depuis quelques années qui ont été faits, mais on a du retard. Moi, j'ai envie de dire aussi que les refus d'obtempérer, parce que c'est quand même une réalité des policiers et des gendarmes, c'est 30 000 par an. Il y a eu un cas très particulier, un drame à Fourques il n'y a pas longtemps, qui a blessé très gravement 2 gendarmes l'été dernier. Il ne faut pas l'oublier, c'est 30 000 par an. Donc il y a une augmentation majeure des refus d'obtempérer. Certes, il y a des progrès à faire en termes de formation, de réaction par rapport aux mesures d'insécurité et de très grande violence, mais il faut aussi admettre que toutes les mesures sont prises, que ces gendarmes et que ces policiers répondent devant leurs autorités de ce qu'ils font. Et en tout cas, en très grande majorité, ils font un travail compliqué. Ils savent nous protéger. Et je voudrais aujourd'hui les saluer. Allez, un mot de M. Ménard. Je vous donne la parole, M. Gillet. Je pense qu'il faut parler du volet prévention, parce qu'on parle d'une augmentation de la violence, de situations extrêmement difficiles dans certains quartiers peut-être. Mais pourquoi on en est arrivé là ? Je pense qu'il faut rebâtir du lien social. Il faut rebâtir du lien social avant tout. Pas incompatible. Et je crois que ça c'est fondamental. Il faut la fameuse police de proximité. Il faut de la police dans la proximité. Il faut des éducateurs. Il y a un tas de choses à rebâtir. Mais ça relève du département, monsieur. Et aussi, mais ça relève de la nation. Ça relève de la mesure de prévention. Ça relève de la nation, parce que quand on assèche, quand on assèche le financement des collectivités publiques, comme l'État libéral a asséché les collectivités publiques, donc et après, ce sont des choix. Non, ce ne sont pas des choix. L'impossibilité de mener des politiques correctes par les collectivités locales est directement dépendante de la politique menée par Macron et ses prédécesseurs. Yoann Gillet. Absolument je veux dire qu'on peut renforcer la parole à Mme Gardeur-Bancel. On peut renforcer la formation des policiers, évidemment, mais en revanche, quand des délinquants refusent d'obtempérer et foncent sur la police, il est normal que la police fasse usage de ses armes. C'est logique. Tout simplement. Il faut, pour l'insécurité, mettre plus de policiers sur le terrain. On n'est pas obligé de tirer dans la tête moins des de gens. Moins de paperasse pour avis. notre police, plus de moyens également pour les commissariats qui sont sous-dotés. Quand vous voyez, j'ai un souvenir pas très vieux où avec Julien Sanchez, mon suppléant, le maire de Beaucaire, nous y étions allés dans un commissariat pour apporter jusqu'à des stylos et des tapis de souris parce qu'ils n'avaient même pas de quoi se payer ce genre de choses toutes simples. Pourtant, il faut aussi évidemment plus de moyens pour la justice, plus de greffiers. Nous, on veut doubler le nombre de greffiers et de magistrats parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce problème. Et les places de prison, parce que si vous n'avez pas de place de prison pour mettre les délinquants hors d'état de nuire, il y a une bonne rien faire. Dans le Gard, à oui, Nîmes, mais c'est pas avec suffisant la deuxième encore. maison d'arrêt, non ? C'est pas suffisant encore. Il faut des places de Il en prison. faut beaucoup. Vous voulez combien de prison, monsieur ? Il en faut beaucoup plus. Mais vous l'avez pas vous obtenir, c'était prévu, donc vous l'avez pas obtenu. C'est pas Françoise Dumas. Elle aurait dû être dans un autre département. Je voulais revenir sur 2 choses. Allez, Mme Gardeur-Bancel pour terminer. Juste revenir sur
le fait de la prévention, bien sûr que la prévention c'est important, mais quand vous voyez les sommes astronomiques que les gamins de 14 ans, qu'on appelle les choufs, touchent, la prévention à côté, ça les fait rire. Et je voudrais aussi qu'on n'oublie pas dans la violence, les violences faites aux femmes qui ont énormément augmenté, qui sont dramatiques. Et les moyens qu'il faut vraiment que ce soit. Ça devait être une cause ces 5 dernières années. Ça n'a pas été assez, Madame Dumas. Ça n'a pas été. Désolée, vous devriez au moins respecter le travail qu'a fait Monsieur le procureur en la matière. Mais pas à la hauteur de ce qu'il faut, parce que nous, les infirmières, on nous forme maintenant parce qu'on est sensibilisés à repérer aussi des situations. Et je peux vous dire que les situations dramatiques et les violences faites aux femmes augmentent et elles sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense. Elles n'augmentent pas les femmes justement parce qu'il y a eu énormément de travail de faire la matière. Il y en a beaucoup qui elles arrivent maintenant à en parler. Il y en a beaucoup alors qu'elles ne le faisaient pas avant. Un tout dernier mot, Monsieur Ménard. On n'a pas parlé des problèmes de la toxicomanie qui sous-jacent, et je pense que c'est un problème extrêmement complexe, qui est d'abord un problème de santé publique, et qui est quand même le symptôme d'un dysfonctionnement d'une société. Donc quand on a une partie de notre jeunesse qui s'abîme dans la drogue, on peut s'interroger sur comment fonctionne notre société. Allez, dans quelques instants, on va parler de la souveraineté économique, on va parler de la préservation de nos traditions, mais on marque une pause dans cette émission spéciale. Je vous propose tout de suite de découvrir le Journal du Gard, présenté par Rémi Vorette ce soir. La ville de Nîmes et son délégataire EDIS proposent 6 représentations d'un événement spectaculaire en nocturne dans l'enceinte des arènes. Tout nouveau, le scénario de Nîmes Cité des Dieux vous plonge durant 1h30 au cœur d'un spectacle qui mêle histoire et mythologie sur plusieurs dates en août. Ce jeudi, à l'initiative de la société Osmose en partenariat avec la brasserie de l'Hôtel de Ville, le premier trophée de pétanque inter-entreprise de la ville d'Alès a été organisé, avec notamment des têtes médiatiques comme le journaliste Jean-Jacques Bourdin ou le footballeur Anthony Briançon et des professionnels de la discipline. Ce matin, une dizaine de cavaliers se sont élancés depuis le mas des agriculteurs pour une transhumance à cheval. Parmi eux, on retrouve Ambre, candidate de Koh-Lanta et petite fille de l'éleveur Patrick Viala. Candidat également cette saison, le Nîmois Nicolas Belon est venu saluer sa partenaire chez les Verts. Après avoir parcouru 45 km, les cavaliers arriveront vendredi soir à l'Espérou pour assister à la 30e fête de la transhumance. Allez, on poursuit cette émission spéciale de Bonsoir le Gard, spéciale législative, débat de la première circonscription. Je redonne tout de suite la parole à Coralie. On va parler à présent de la souveraineté économique. Oui, et au premier trimestre 2022, la production de richesse en France a reculé en cause, alors on le sait, la guerre en Ukraine, mais aussi la hausse des prix de l'énergie et des matières premières post-crise sanitaire. Alors comment peut faire l'État pour aider la France à produire davantage de richesses ? Pour rappel, et ce chiffre intéressant, l'Observatoire français des conjonctures économiques table cette année sur une croissance à 2,5% en 2022 contre 4,2% prévu à l'automne dernier. Et on va démarrer tout de suite avec Johan Gillet sur le sujet de la souveraineté économique. Monsieur Gillet, Madame Le Pen, pendant la présidentielle, a beaucoup parlé du localisme. C'est également une manière de récupérer de la production directement française. Oui, évidemment, c'est la clé. Mais le localisme, c'est ce qu'il faut. C'est à la fois économiquement bon pour le pays, écologique également, et créateur d'emplois. Mais pour ça, il faut que l'État intervienne directement en permettant une préférence nationale sur certaines choses. On peut parler par exemple des marchés publics. Les maires se démènent comme ils le peuvent pour mettre des critères environnementaux permettant de favoriser au mieux le localisme, par exemple pour l'alimentation dans les cantines, mais ne peuvent pas le faire à 100% parce que la loi les en empêche. Et donc il faut faire en sorte que l'ensemble des marchés publics, pour ça comme pour d'autres choses, soient exclusivement réservés à des entreprises françaises. Non, on peut pas. Les produits dans un marché mondial et dans un marché européen aujourd'hui, vous avez plein de pays le font. Mais bien sûr que si, plein de pays le font. Même des pays européens le font. Donc pourquoi on ne pourrait pas le faire ? Il faut le faire, c'est évidemment logique. C'est l'esprit un peu de Donald Trump, un peu ce patriote même l'Union européenne commence à en parler depuis quelques mois. Je suis désolé, mais quand on achète avec de l'argent public, l'argent des Français, des produits, des services, il faut que ce soit réservé à des entreprises françaises. On va créer de l'emploi. C'est une saine gestion, ça me paraît tout à fait logique. Donc il y a ça. Et puis on peut parler également de la réindustrialisation. On a laissé, on ne va pas refaire le passé, mais beaucoup d'industries quitter le territoire national. On ne produit plus grand-chose en France aujourd'hui. Il faut avoir un État stratège qui investit
investissent massivement pour réindustrialiser le pays, pour également la recherche, pour faire en sorte que l'on puisse reproduire certaines choses en France, parce qu'aujourd'hui on ne produit plus rien, on achète tout à l'autre bout du monde. Allez, Madame en plus Dumas. de ça, c'est pas écologique. Madame Dumas, les propositions sur la souveraineté économique, c'est un sujet qu'on a beaucoup parlé, notamment lors de la crise sanitaire, parce qu'on n'avait pas de masques, les médicaments c'était compliqué d'en trouver. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a ça en tête de développer toute cette partie de réindustrialisation? C'est assez... effectivement, les Français l'ont découvert. La question de la souveraineté, c'est une question très globale. Elle concerne la France, mais elle concerne aussi, j'ai envie de dire, le projet européen. Parce qu'on ne pourra jamais rien faire tout seul. On ne va pas commencer à construire des murs autour de notre pays. Il n'y a pas question de construire Parce des qu'on murs. ne Il y a des murs non, qui le font, à préférence de nationale. manière imaginaire. Il est évident que ce qui est important, c'est de créer une indépendance et une souveraineté européenne. Et c'est ce à quoi le président s'est engagé. Et je pense que la plupart de nos concitoyens l'ont bien compris et le souhaitent et le développent. Moi, je vais parler de ce que je connais, puisque en matière de souveraineté économique, dans le cadre de ma présidence de la délégation sur la défense, je m'occupe aussi du milieu de la défense, qui est un secteur majeur. Il y a énormément d'entreprises qui sont duales, qui sont aussi dans la défense, mais qui sont aussi dans le monde civil. Et je peux vous dire que heureusement que nous avons d'immenses groupes et toute une organisation de supply chain derrière, et de crédits qui ont été donnés, le crédit impôt recherche notamment, qui date déjà de quelques années, et ensuite un certain nombre de mesures que nous avons pu mettre en œuvre, avec un suivi particulier et attentif de toutes les petites entreprises qui ont besoin de garder leurs outils et qui ont besoin de leurs matières premières. Le crédit impôt recherche, c'est pas Emmanuel Macron. Hein. Non, mais il n'empêche qu'on l'a continué, on l'a maintenu et on l'a augmenté. On a augmenté les crédits recherche en général, on a créé beaucoup plus de places d'apprentis, juste, Madame dans Dumas, lycées, pour revenir dans sur les lycées l'armement, professionnels. une question. Donc, sur les questions de l'armement. Non, mais juste attendez, j'ai une question, je vous la pose. Pardon. Du coup, Oui. là, la France va vendre des armes, va apporter des armes à l'Ukraine qui sont financées par l'Union européenne. Est-ce que ça peut contribuer à faire croître l'économie française ou non? Écoutez, de toute façon, ces armes, elles seraient vendues à d'autres. C'est-à-dire que ce sont des armes qui ont été données prioritairement, pour la plupart données ou achetées par l'État ukrainien, qui de toute façon aurait été vendu parce que par ailleurs, ça fait tourner l'économie française. L'économie française, elle se porte bien en la matière. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un projet économique européen parce que nous avons des entreprises qui sont pour la plupart avec des crédits européens, avec énormément aussi de pays qui collaborent, qui travaillent ensemble. Et donc, on a besoin de renforcer cette souveraineté européenne. Madame Gardeur-Bancel. Oui, moi je pense que de toute façon, il faut discuter avec tous les membres européens sur leurs approvisionnements, sur leurs besoins, établir quelque chose de très efficace. On a vu avec cette crise ukrainienne, au niveau de l'énergie, qu'on n'était pas capable, je ne sais pas, ça semble parce qu'il y a des différences évident maintenant. Parce que l'Allemagne, par exemple, aujourd'hui est beaucoup plus dépendante du gaz russe que nous le sommes. Tout à fait. Donc, je crois que il faut voir les besoins de chacun, ce que chacun peut apporter, établir des règles et des échanges. Et puis, vous avez développé, nous, on a le nucléaire, l'hydrogène vert européen qui se développe. Donc, il y a plein de choses que que chaque membre peut apporter et qui peut nous rendre plus forts. Voilà. Donc, la souveraineté il faut un projet économique. européen. La souveraineté économique, Charles Ménard, le nucléaire, le disait Véronique Gardeur-Bancel, Jean-Luc Mélenchon est plutôt contre le nucléaire. Est-ce que là, c'est pas un danger par rapport effectivement à nos intérêts? Je voulais repartir de la question initiale de Coralie Moularé, qui était il faut relancer, il faut produire. Mais produire quoi? Ça n'a pas de sens de produire comme on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, tout et n'importe quoi par une politique de l'offre. On a besoin d'avoir une stratégie industrielle, de s'occuper sérieusement de la bifurcation écologique, de prendre en compte le changement climatique qui nécessite de revoir nos infrastructures pour qu'elles soient résistantes à certains aléas que malheureusement on connaît de plus en plus. Et parallèlement,
on ne peut pas laisser dire à Françoise Dumas ce qu'elle a dit, d'une politique soi-disant industrielle, soi-disant européenne, donc venant de gens qui ont soutenu un gouvernement qui a laissé partir à l'étranger quelques fleurons de l'industrie française pendant les dernières années, notamment une partie d'Alstom qui a été démantelée, on a vendu à Siemens une partie d'Areva, des choses comme ça. Je crois qu'une politique industrielle française, on a besoin de produire effectivement en France, on a besoin de produire des médicaments, on a besoin pour une politique énergétique de maîtriser nos approvisionnements en aluminium, en acier, C'est ce que souhaite etc. faire Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs. Hein. Il souhaite effectivement à un moment donné que tout ça soit forcément sous régime national et que ça soit préservé. Qu'on planifie, qu'on renationalise certaines clés, mais aussi qu'on aide à développer d'autres formes d'entreprises comme les coopératives d'intérêt collectif, des choses comme ça, pour aller vers la nouvelle économie. On dit un mot quand même du écologique nucléaire, parce que c'est un sujet qui est clivant dans la NUPES, puisque aujourd'hui les communistes sont plutôt favorables au nucléaire, Jean-Luc Mélenchon est contre, et en même temps, face au contexte international, on se pose quand même de sérieuses questions sur la position de Jean-Luc Mélenchon. C'est un débat à poursuivre, à approfondir, mais je veux quand même dire que la question du nucléaire, c'est celle de l'accident. L'accident nucléaire, il est inéluctable malheureusement. La sécurité à 100% n'existe pas. Et la France est un pays qui n'a pas un territoire immense. Les conséquences d'un accident nucléaire en France seraient catastrophiques. Imaginez que ce soit dans la vallée du Rhône, imaginez que ce soit en amont de Paris. Ce serait évidemment catastrophique, mais le nucléaire, en attendant, le nucléaire produit une énergie qui est abordable pour les Français, que les Français peuvent se payer. Elle n'est pas abordable. Voilà. Excusez-moi. Mais Une énergie nucléaire. un accident en avion peut arriver, on ne va pas interdire les avions. Écoutez, c'est pas la même chose un accident d'avion, ça tue malheureusement les passagers qui sont un certain nombre de petites centaines, les dégâts sur plusieurs vous avez plus millions de morts avec personnes les accidents d'avion aujourd'hui qu'avec le c'est pas nucléaire. du tout la même chose. Et avec les voitures, plus encore qu'avec les avions, plus encore qu'avec le nucléaire. Sur cette histoire du nucléaire, c'est un mensonge de dire que le nucléaire n'est pas cher quand on n'est pas capable, de gérer les déchets. Pendant combien de dizaines et de milliers, de centaines d'années, il va falloir gérer avant ces d'interdire le déchets. nucléaire, trouvons des alternatives. On n'est pas arrivé à démanteler la première centrale nucléaire. Il faut d'abord avoir les alternatives. Dans les monts d'arrêt. La feuille de route, c'est d'arriver à retrouver la prairie. On en est loin, il y a plus de 30 ans qu'elle est arrêtée. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et tout Monsieur Ménard? ça coûte. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et on investit On massivement. arrête les centrales? Les centrales sont pour certaines arrêtées par leur défaillance technique et par le manque d'eau pour les refroidir, déjà. Donc ça aussi, c'est quelque chose... Celle-là, elle a été arrêtée alors qu'elle allait très bien, qu'elle avait même été rénovée. Allez, on arrive au bout, rapidement. Et investir massivement dans les énergies renouvelables avec un vrai projet et en produisant les machines dont on a besoin. Madame Dumas. Mais en attendant, comment fait-on? Regardez en Allemagne comment ça se passe. Il a fallu compenser par le charbon. Donc il n'y a pas 40 000 solutions. Nous avons besoin d'énergie qui ne peut pas être comblée par autre chose que le nucléaire. Sont là, on va il les nous arrêter faut progressivement. et nous avons, on va pas les arrêter du jour au lendemain. Mais je dis qu'elles sont déjà à l'arrêt. Nous prenons aussi la moitié du parc est à l'arrêt. Nous avons fait un soutien. Non, c'est pas la moitié. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il fermé Fessenheim dans ce cas-là? C'est pas la moitié parce que celle-ci. Donc vous avez fait une erreur. Non, je pense que celle-ci celle-ci comportait un certain nombre de risques. Il n'empêche que nous allons investir massivement sur les énergies renouvelables de manière à ce qu'on puisse rapidement compenser et après alterner. En favorisant le localisme dans ce cas-là, pour éviter d'importer des panneaux photovoltaïques de la Chine, par exemple, parce qu'on dit que ça pollue moins, mais on est en train de le faire aussi, à l'autre bout du monde. On comprend bien qu'on ne va pas le faire du jour au lendemain. Et en tout cas, ça fait 5 ans qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, et vous, ça fait 10 ans que vous êtes député. Pour quel résultat? Merci. Moi, je défends ma BITD européenne. Merci beaucoup pour ce troisième débat. Passons au quatrième et dernier débat. On va parler de la préservation des traditions dans une première circonscription avec la ville-centre Nîmes, forcément terre d'aficionne. Corani, vous nous en dites plus? D'ailleurs, Abdel, la feria de la Pentecôte vient de se clôturer. Je vous le confirme. Certaines corridas ont connu un véritable succès, d'autres un peu moins. Aujourd'hui, les mouvements animalistes et véganes ont le vent en poupe. Et pour certains aficionados, ils pourraient mettre à mal leur tradition. D'ailleurs, certains appellent, comme Olivier Jalaguet, puisqu'on avait fait un débat sur le plateau, appellent le Montorin à renouveler les traditions pour qu'ils puissent faire de nouveaux adeptes. Alors d'après vous, quelles seraient les solutions pour préserver nos traditions? Le débat est ouvert. Et on va démarrer avec la députée sortante Françoise Dumas. Eh bien, écoutez, il va de soi que je suis une fervente défenseur des
des traditions, y compris des traditions, enfin toutes les traditions d'ailleurs, il n'y a pas que les traditions taurines. Et le monde de la bouvine. Ou bouvine, il y a beaucoup de traditions ici, culturelles, artistiques, qu'il nous faut préserver. Et je tiens à le faire. Et c'est vrai que je considère aussi qu'au-delà de ces aspects militantisme forcené, ce qui compte, c'est d'avoir aussi la possibilité d'exercer librement son art, sa passion. Et que ce n'est pas la loi du plus grand nombre dans la rue qui doit remettre en cause les choses. Donc effectivement, les parlementaires servent aussi à défendre, ou en tout cas à proposer un contre-projet. Pour ma part, je défends depuis le début ardemment la tauromachie, vous le savez, je ne m'en cache pas. Vous avez senti à l'Assemblée nationale qu'il y avait un peu un mouvement justement qui voulait interdire les corridas ? Il y a un mouvement, mais parce que souvent par méconnaissance d'ailleurs de nos traditions. Et puis je pense qu'il y a surtout un mouvement de défense de l'ensemble des traditions dans notre pays. Je crois que ce qu'on ne veut pas, c'est un monde unifié, homogénéfié, qui soit à peu près le même. Donc il y a à nos côtés, et on est très, très solidaires les uns des autres, ceux qui défendent aussi la chasse, ceux qui défendent un certain nombre d'autres traditions locales. Est-ce que pour vous, elle est attaquée, la corrida, aujourd'hui ? La corrida n'est pas attaquée aujourd'hui, la loi est respectée, elle n'a pas vocation à s'étendre sur d'autres territoires. Il nous faut nous respecter dans la manière dont on exerce et la façon dont on assouvit notre passion, et donc je continuerai à le faire de manière ardente. Yohann Gillet, alors Marine Le Pen, pendant la présidentielle, a annoncé qu'elle était favorable à l'interdiction des corridas pour les mineurs. Est-ce que vous êtes sur cette position ? Marine Le Pen est pour le maintien de nos traditions et la protection de nos traditions. Nous pensons qu'il faut inculquer nos traditions, notre culture, notre identité dès le plus jeune âge aux petits. Aussi pour qu'ils puissent comprendre quel est le pays, mais c'est pas le sujet majeur de cette élection. C'est le sujet, c'est demain, il y a un nombre de députés qui a largement la majorité issue du Rassemblement national et qui interdisent l'accès aux corridas aux mineurs, forcément ça a un impact anime. Si vous avez bien suivi les propos de Marine Le Pen, elle a bien précisé qu'à titre personnel, et c'était une idée personnelle, elle était contre le fait que des mineurs puissent aller aux corridas. Oui, c'est un avis il y a eu des amendements totalement personnel. Oui. Moi, je suis pour la protection de toutes nos traditions. Point barre. Il faut les inculquer aux plus jeunes. Vous engageriez aussi sur le fait que vous ne l'interdiriez pas aux moins de 15 ans alors ? Non, moi je pense effectivement que c'est une liberté individuelle et que chacun peut être pour, peut être contre. Oui, il y a eu des amendements du Rassemblement national en la matière qui ont été déposés. Il y a des sujets sociétaux. Nous n'avons pas de groupe à l'Assemblée, Madame Dumas. Il y a des sujets sociétaux qui concernent l'intime, le personnel, la perception des choses. Moi, je suis pour la protection de nos traditions. Mais je comprends aussi celles et ceux qui peuvent avoir une légère méfiance envers telle ou telle tradition parce qu'ils ne la connaissent pas, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut travailler sur le fait de faire connaître nos traditions dès le plus jeune âge. Charles Ménard, vous êtes beaucoup plus à l'aise que Yohann Gillet sur le sujet parce qu'on sent que Yohann Gillet est un peu embêté avec le sujet. Non, je suis pas embêté. Vous êtes complètement à l'aise. Vous êtes traditions. Pour l'interdiction ? Jean-Luc Mélenchon est plutôt favorable à une interdiction de la corrida. Tout à fait, mais en même temps, je crois qu'il faut globaliser un peu le sujet, parce que polariser sur la corrida, qui est spécifique un petit peu à Nîmes et à quelques villes taurines, c'est quand même pas le... mais la première circo, elle est concernée. C'est quand même pas la question majeure, effectivement, de cette élection. Mais c'est votre territoire. Sur la première circo, c'est le cas. En même temps, ce que je vous dis... C'est important de savoir le député qui se présente, le candidat député qui se présente. Ce que je vous dis, c'est que c'est des questions comme ça qui ont trait à la culture locale, etc., ne peuvent pas se trancher de manière brutale par un oui ou par un non. Ça nécessite du débat, ça nécessite de la discussion, ça nécessite de faire évoluer des mentalités. Vous, personnellement, vous êtes pour ou contre les corridas ? Moi, j'y suis relativement indifférent, je dis, puisque je crois que j'ai vu une corrida dans ma vie il y a fort longtemps, je ne suis pas passionné par ça, je n'y vais pas. D'accord, ça vous fera ni chaud ni froid si demain c'est interdit. Je ne suis pas un aficionado. Pour autant, il y a tout un monde économique, il y a des éleveurs. Je pense qu'il y a d'autres traditions quand même. Il y a une autre tradition taurine qui est bien plus prégnante ici, c'est la tradition camarguaise, qui est tout autre, qui est tout un autre... et qui est une belle tradition, qui fait partie de notre... Mais en même temps, je crois qu'il faut... On ne voit jamais aux courses camarguaises à Beaucaire, c'est dommage. C'est pas parce qu'on ne pour les défendre. C'est pas parce qu'on ne pratique pas certaines activités qu'on les apprécie pas. Je ne suis jamais allé à un match de foot professionnel. Je vous ai pas dit de pratiquer. C'est pas pour ça que je m'intéresse pas au football. Hein. C'est comme ça. Pour finir, rapidement, quand même, la France
La France est une terre de brassage culturel, est une terre de métissage culturel. On ne peut pas se focaliser sur des traditions juste locales. Les traditions, il faut toutes les Oui, mais la défendre. préservation peut-être des Elles intègrent, traditions c'est et la des différences, spécificité française. c'est peut-être Mais oui, important. mais Justement. toutes les traditions, pas uniquement les traditions. Ici, il y a nos populations. Ça semble pas être le sujet qui vous sentez pas trop concerné par le sujet. Quel sujet? Le sujet justement de la préservation des traditions taurines. C'est pas un sujet qui vous botte. Si, c'est un sujet. Toutes les traditions, tout ce qui est culturel, qui fait la diversité, la richesse culturelle de la France est à préserver. Donc on les conserve. Allez, D'accord. Madame Véronique Gardeur-Bancel. Eh ben moi j'ai passé mon enfance entre les arènes de Sommières et les arènes de Nîmes parce que j'avais un grand-père fou de courses camarguaises et je me souviens des taureaux piscines de la place Séverine où j'y ai laissé quelques bleus. Voilà, donc moi j'adore ça. Bon, c'est y compris, mais je voulais aussi insister, alors tout ce qui est tradition, mais y compris la langue occitane, qui est à préserver. Et ce que je trouve dommage aujourd'hui, parce que je le vis en tant qu'élue à l'enseignement, où nous on préserve, on a des écoles qui défendent l'occitan, il n'y a pas souvent de continuité, c'est-à-dire qu'il y a une rupture au niveau de l'éducation nationale, souvent au lycée, voilà, donc c'est dommage. Donc Pour c'est vous, vrai c'est à que l'école d'inculquer ces traditions? comment? Pour vous, ce serait à l'école d'inculquer ces traditions? C'est pas à l'école, mais pour ceux qui veulent faire de l'occitan, moi je l'avais pris au bac, donc pour ceux qui veulent que leurs enfants pratiquent l'occitan, il faut qu'il y ait une continuité pédagogique et il ne faut pas que ça s'arrête parce que c'est dommage. Monsieur Voilà. Gillet. Ouais, quand on se dit défenseur des traditions, il faut être droit dans ses bottes. Et les trois candidats là, qui sont présents, qui ont tous voté Emmanuel Macron d'ailleurs au second tour de l'élection présidentielle, Qu'est-ce que vous en savez? Vous étiez représentent dans l'isoloir avec moi, non? représentent des partis qui, chaque année, dénoncent par exemple l'installation d'une crèche de Noël provençale dans la mairie de Beaucaire. Ah ben ça Donc, c'est quand culturel, on mon cher veut- monsieur. C'est Non, pas non, culturel c'est du la tout. ça. tradition, Non, là. la tradition, c'est Monsieur. pas dans les mairies, Vous avez, les crèches. Non, vous avez des c'est catholiques, c'est une des personnes tradition, athées, c'est une des tradition femmes voilées avec leurs nationale enfants qui n'existait qui pas à la viennent mairie de voir et Beaucaire se avant prendre en avant que photo Sanchez y soit. devant cette Non, crèche monsieur. provençale de Noël. Donc Bon, après, quand on dit rassurez-nous, Ce n'est défendre, pas traditionnel Rassurez-nous, du le tout. taureau n'a pas C'est encore, une euh, invention quand on de dit- Julien Sanchez. C'est une Quand C'est de la provocation. c'est de la propagande Non, d'extrême droite. et C'est c'est de la provocation. défense des traditions. Non, ça c'est de la absolument. Et propagande quand d'extrême on se droite. dit défenseur des traditions, eh Non. bien on soutient ce genre Non, d'action. Non, si on monsieur. respecte la Tout à fait. laïcité, les principes de laïcité. Mais Tout c'est pas à une fait. question de laïcité. Mais Vous si, avez, si, si. vous avez des familles musulmanes qui Non, viennent non, se faire c'est- prendre en mais photo heureusement, devant. heureusement, en parce fait, qu'ils qu'elles ont le droit apprécient d'aller et qu'ils selon le les citoyens réclament comme les et qui autres. Un ont mot d'ailleurs sur les langues signé la régionales, pétition quand pour la même. protéger, Non, 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 cette c'est- crèche non, non, non. provençale. Allez, on parle Allez, des langues régionales. Un mot, monsieur Ménard. Oui, moi je pense qu'effectivement les langues régionales doivent être enseignées à l'éducation nationale par des professeurs diplômés, certifiés, et en continuité. Bon. Mais le provençal, certes, mais aussi les langues d'origine des familles. Je pense qu'on a besoin que certaines familles d'ici ont des origines arabes et que l'arabe doit être enseigné au même titre que le provençal à l'éducation nationale. C'est ça aussi Incroyable. la richesse des traditions culturelles. Mais c'est Elles déjà le sont cas, hein. multiples. C'est déjà le cas, vous savez. Hein. C'est dingue, hein. Moi je suis contre, Ça hein, se mais fait c'est déjà déjà. le cas. Hein. Parce que les petits, là, Vous il faut énervez leur pas, apprendre, monsieur Gillet. il faut leur Pas parce apprendre que le vous avez pas du français. devoir Et le arabe, français- qu'il Non, mais faut il vous n'y a Il faut pas- leur apprendre le il n'y a français pas que en la langue priorité. arabe non plus. hein. Les il y en a langues, d'autres, les langues, et Exactement. culture Toutes les langues. d'origine, c'est le système ELCO qui existe déjà Mais ça, c'est- aujourd'hui. mais non, mais L'éducation on parle pas nationale de- le propose Et pourquoi déjà. vous êtes Mais contre c'est ça honteux. Mais parce que On ces parle pas de la petits qui même ont chose. du mal à s'intégrer, on eh bien, parle c'est pas de la c'est même pas en chose. leur apprenant Oui, c'est pas la la même langue. chose. Justement, On on parle a pas de rendu la même l'école- chose. Grands-parents qu'on peut les On intégrer a en France. rendu parle pas l'école de la même- obligatoire c'est pas à possible, 3 ces ans, langues-là. justement, vous devriez vous en Oui, ça c'est pas féliciter. forcément Ça a aucun très rapport. honnête. Et puis, ça Parce permet que de c'est scolariser. C'est pas donc forcément Apprendre Des l'arabe choses. à l'école, eh bien, c'est mettre à l'écart ces petits qui ont Mais c'est pas de besoin ça de qu'il se s'agit. Il sentir s'agit français. il s'agit de culture dans le secondaire. Oui, c'est ça. Un dernier Le mot, bac, Madame j'en ai fait, moi. Gardeur-Bancel. bah, Sur sur, l'apprentissage à 3 ans, Ah pour oui, l'école oui, obligatoire, tout à vous fait, trouvez que tout c'était à une fait. bonne Moi, mesure? je trouve que non seulement c'est une bonne mesure, et il faut absolument aussi faire très attention à l'obligation scolaire. Nous, à la ville de Nîmes, nous avons fait un travail énorme parce qu'il y a l'obligation des maires de faire le contrôle de la scolarité Derrière, les obligatoire. sanctions ne suivent pas malheureusement. Et effectivement, on s'est rendu compte en faisant un travail drastique en collaboration avec l'éducation nationale et la CAF qu'il y avait énormément d'enfants qui n'étaient pas scolarisés. Pas mal, nous les avons retrouvés à l'école, ce qui est énorme et c'est un travail qu'il faut continuer. Grâce et à c'est- l'action des collectivités. Non, 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 non. Grâce c'est à un l'action travail des collectif. collectivités. C'est un Grâce à travail l'action des collectif familles, et je tiens à pour les saluer familles le qui travail continuent à qui ne est pas fait par la ville scolariser de leurs Nîmes, gamins, eh effectivement, bien la matière. malheureusement, les sanctions ne suivent pas. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à ces différents débats. C'est pas complètement terminé. Dans quelques instants, il va vous oui, c'est rester une minute. Une minute pour un tout dernier mot, mais pour l'heure, place à la météo de demain avec Météo Gare. Quel temps dans le département ce vendredi? Élément de réponse.
Bonsoir à tous, ce vendredi sera une très belle journée puisque le soleil brillera généreusement dès le début de la matinée. Par contre, le Mistral continuera de souffler jusqu'à 75 km/h en matinée. Il s'abaissera légèrement à 65 km/h l'après-midi à proximité du Rhône. Grande prudence donc face au risque d'incendie. Côté ciel, le soleil continuera de briller sans partage jusqu'au soir. Température minimale de 13 à 19 degrés au lever du jour, le maximum pour le Gros du Roi, 17 degrés à Bagnols-sur-Cèze, 16 à Uzès ainsi qu'à Alès. Température maximale de 29 à 32 degrés, le maximum pour Nîmes et Quissac, 29 degrés à Bagnols et à Génolac, 31 à Alès. Très bonne soirée à tous. Allez, pour terminer cette émission, chacun des candidats autour de la table va avoir une dernière minute pour un dernier mot. Et on va démarrer tout de suite avec Charles Ménard pour la NUPES. Eh oui, c'est vous. Eh bien écoutez, vous dire qu'en portant au suffrage sur les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, dont moi dans la première circonscription, nous allons mettre fin, en ayant une nouvelle majorité autour de Jean-Luc Mélenchon, à des années de maltraitance sociale, d'inaction écologique et de recul démocratique. On va ouvrir une nouvelle page de progrès social, on l'a évoqué tout à l'heure, j'y reviens pas, mais on va restaurer la retraite à 60 ans, certaines veulent la remonter beaucoup plus haut, les 35 heures effectives, aller vers les 32 heures, enfin, de nouveaux droits, aller vers une société de partage, lancer une bifurcation écologique sérieuse et déterminée en planifiant, et puis des avancées démocratiques qui sont revaloriser le Parlement, ce qui sera de fait en cas de cohabitation, aller vers la 6ème République, instaurer les référendums d'initiative citoyenne, le RIC, voilà, et dans l'immédiat, des décisions importantes sur le pouvoir d'achat, tout de suite fin juin. Eh bien, c'est parfait, monsieur Ménard. Vous avez respecté la minute. C'est à vous, madame Véronique Gardeur-Bancel. Une dernière minute pour un dernier mot. Une dernière minute, c'est court. Mais simplement dire que voilà, je suis une femme engagée, de conviction, sincère, et que si demain les suffrages se portent sur ma candidature, je m'engage à être une élue aux côtés des gens pour porter leurs projets, pour les aider à trouver des solutions, et que c'est mon engagement en tant que femme. Et je suis sûre aussi que la droite républicaine a une place à jouer dans ce pays, même si aujourd'hui, effectivement, la situation est compliquée. Je suis sûre que nous sommes des gens sérieux au travail, et que même si c'est pas moi demain, il y a des talents et des gens qui seront là. Donc il faut tenir la boutique et il faut être présent. Et je le serai. Il vous reste une vingtaine de secondes. Vous voulez rajouter quelque chose ? Je vous remercie pour ce débat qui était très intéressant. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Yohann Gillet, c'est à vous, la dernière minute pour un dernier mot. Écoutez, moi j'appelle les électeurs à aller voter pour leurs idées. Dans le Gard, voter RN, c'est avoir des députés solides, crédibles et de caractère. S'abstenir, c'est laisser repasser Macron. Et moi, j'en veux plus. Les électeurs gardois n'en veulent plus non plus. Et c'est également s'abstenir, prendre le risque de faire passer, excusez-moi du terme, ces fous furieux de chez Mélenchon, qui sont des anti-flics, qui finalement jouent contre le peuple. Et ça, je préviens les gardois, attention. Je rappelle que Marine Le Pen est arrivée largement en tête de l'élection présidentielle ici dans le Gard, et que si les électeurs vont voter, si vous allez voter, nous pouvons gagner. Et pour notre circonscription particulièrement, je voudrais le rappeler, Marine Le Pen a fait 51% à Quessargues, plus de 53% à Bouillargues, 55% à Garon, plus de 56% à Rodillan, plus de 58% à Millau, 60 et quelques pourcents à Fourques, Valabrègue, Beaucaire, Jonquière, Bellegarde. Je le rappelle, nous pouvons gagner. Donc allez voter et nous gagnerons, et nous pourrons enfin mettre sur la table des sujets dont personne ne parle. Merci, monsieur Gillet. On va terminer avec Françoise Dumas, la députée sortante. Une minute pour un dernier mot. Eh bien, moi, je plaide pour le fait, et je sollicite les électeurs à nouveau, parce que je pense qu'il est beaucoup plus utile pour les collectivités territoriales, pour nos concitoyens, d'avoir un député, une députée qui fait partie de la majorité présidentielle, qui pourra être de manière efficace aux côtés du président, mais aux côtés aussi de l'ensemble des ministères, qui sera à la fois utile, comme j'ai pu l'être jusqu'à présent, sur mon territoire, pour défendre mon territoire, défendre les grands projets structurants de mon territoire, parce que j'ai une écoute et une influence au niveau national. Il est évident que quand on est dans l'opposition, on est un député inutile.
Et donc, je tiens à Quel le respect dire. pour la démocratie. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, les Gardois ont la possibilité d'avoir à nouveau un député qui appartient à la majorité. Mais qu'il n'a Et rien je fait pendant pense 10 ans. et je pense C'est la fille. qu'on pourra continuer à le faire. En tout cas, les Gardois le savent et dans ma circonscription, Dans l'opposition les au département, j'ai citoyens pas le l'impression savent. d'être inutile. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ces différents débats. Je veux remercier Coralie bien évidemment Merci de à m'avoir vous, Dave. accompagné sur ces différents débats. Ça n'en est pas fini Coralie, Eh non. puisqu'on a encore rendez-vous demain pour le dernier débat. On rappelle bien évidemment que sur Objectif Gare et dans Bonsoir le Gard, on est seul à avoir proposé les 6 débats des 6 circonscriptions sur ce plateau. Vous ayez oublié d'inviter notre candidate sur la 6e circonscription. Il Faire des choix, choisir, c'est C'était parfois sûr renoncer. que Johan Gillet allait faire une remarque. On va lui rappeler que par contre, 5 sur 6, un candidat du Rassemblement National a été sur ce plateau. C'est déjà la fin de ce Bonsoir le Gard un peu spécial. Merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro. On va remercier Nicolas Dambre pour la réalisation de l'émission. On va remercier la rédaction qui nous a aidés avec Aurélie à préparer cette émission. On va se donner donc rendez-vous demain, vendredi. Encore une émission spéciale, je le disais, pour un dernier débat. Cette fois-ci, c'est le débat de la 4e circonscription du Gard. Autour de la table, on retrouvera Philippe Ribaud, le candidat de la majorité présidentielle, Arnaud Bord, qui représente la NUPES. Il y aura également Aurélie Wagner pour le parti Reconquête. Et puis, ça fera plaisir à Monsieur Gillet. Paul Morin sera là pour le Rassemblement National. Rendez-vous demain à 18h30, ici même, en direct, pour le débat de la 4e circonscription. En attendant, l'actualité continue sur Objectif Gard. Nos journalistes vous informent. Bonne soirée les Gardois. À demain, vendredi.